Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, deux grands rendez-vous à la une. Un premier avec les interviews de l'IA, je reçois des acteurs du monde de l'intelligence artificielle. Et puis le deuxième avec le biomimétisme, on part dans la nature. On va s'intéresser au nénuphar qui inspire le futur de l'éolienne. Et oui, à suivre tout de suite. On commence cette édition avec les interviews de l'IA. Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Romain Manivelle, cofondateur de Alt Incubateur, qui propose de résoudre un problème très concret et d'actualité avec l'IA, puisqu'on a des développeurs juniors aujourd'hui, pourtant compétents, qui ne trouvent pas d'emploi. C'est ça. Il paraît que vous avez une baguette magique, donc on va étudier ça ensemble. Avec nous également David Bicheron, qui est le directeur général de Picadilly France, qui propose, lui, une nouvelle vision de la restauration rapide avec des bars à salade très high-tech, on m'a dit. Très, très connecté. Vous allez aussi nous expliquer ça. Mais on commence avec Serge Palaric. Bonjour Serge. Bonjour. Vous êtes responsable des alliances avec les cloud providers, les éditeurs de logiciels indépendants chez NVIDIA pour la région IMIA. Et donc, NVIDIA, ça nous intéresse parce qu'aujourd'hui, c'est le grand sujet qui occupe tout le monde. L'accès aux GPU, aux cartes qui permettent de faire tourner les intelligences artificielles et les grands modèles de langage. Vous revenez de la GTC, qui est la grande conférence annuelle il y a déjà 2 semaines. De NVIDIA, absolument, en Californie. Quelles sont les annonces qui vous semblent intéressantes là à retenir pour nous? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager? Il y a eu beaucoup d'annonces, donc je ne vais pas les lister tous, parce qu'on est là pour un moment sinon. Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Vous avez entendu parler de ce gâteau à 5 étages que notre CEO Jensen Huang a décrit, qui commence, je dirais, avec l'énergie. Oui, en fait, il nous dit l'intelligence artificielle, c'est pas un truc comme ça, un produit en tant que tel. C'est toute une infrastructure. C'est 5 couches. C'est 5 couches, une révolution industrielle. C'est pas le fait de mettre, je vais être très basique, une carte GPU dans un serveur, ce qu'on fait pas d'intelligence artificielle. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir se dessiner, et ce dont on a parlé énormément à GTC, c'est les AI Factory. Ouais. Donc créer de l'intelligence pour venir alimenter différents projets dont on discutera après, mais créer de l'intelligence. Et pour créer cette intelligence, il y a 5 layers, 5 niveaux, on va dire, du gâteau, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui est l'énergie, qui va alimenter, je dirais, les chips, qu'ils soient de chez nous, d'autres, et qui, eux, vont faire partie d'une infrastructure qui va créer cette intelligence. Et cette intelligence, effectivement, elle va être donnée à des modèles, mais c'est pas la finalité, parce que NVIDIA n'est pas là pour faire des applications. On est là pour travailler avec notre écosystème qui fait des applications. Et on a des bons exemples aujourd'hui. Et donc, ce gâteau à 5 étages, c'est ce qu'on voit. Vous ne nous avez pas décrit les 5 étages. On les voudrait là, s'il vous plaît. Alors, énergie, les chips, les GPU. L'infrastructure, parce que l'infrastructure, c'est pas simplement mettre une GPU, c'est aussi le réseau, c'est comment communiquent les GPU, c'est le stockage, par exemple aussi, parce que si on ne peut pas stocker les données, ça va être compliqué. Les modèles, qu'ils soient des modèles, ce qu'on appelle les frontières modèles ou des modèles open source, et on a très insisté sur l'open source, et c'est une des annonces aussi. Et puis, les applications. Parce que c'est fondamental, ce sont ces applications qui vont utiliser ces différentes couches, qui vont résoudre des problèmes complexes qu'ont les entreprises, ou pas forcément que les entreprises d'ailleurs. Oui, mais donc ça veut dire que NVIDIA, on le retrouve sur ces 5 strates. Pas sur les applications. Ouais. Pas sur l'application, parce que c'est l'écosystème qui doit développer... Pour l'instant, c'est le partenaire qui travaille main dans la main avec l'écosystème. Oui. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que nous, NVIDIA, on ne vend rien en direct. Nous, notre objectif, c'est de faire grandir les gens qui font partie de notre écosystème et que tout le monde soit, entre guillemets, et c'est anglais, successful dans cet écosystème. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas être... Vous vendez quand même des GPU en direct? Alors, on vend des GPU à nos partenaires, mais nous, on ne vend pas des GPU en direct à... au client final. À une entreprise qui pourrait être une banque ou autre. On vend à nos partenaires qui, eux, vont... bien sûr, aller voir ces entreprises, etc. Alors, parmi les partenaires, j'en ai noté un parce que il est français, Dassault Systèmes. Et oui, grande annonce avec Dassault Systèmes. Qu'est-ce que vous allez faire avec eux alors, ce qu'on va faire avec eux, c'est qu'on a un certain nombre d'outils, parce que NVIDIA, aujourd'hui, il faut le voir comme une société de logiciels. NVIDIA, on fait bien sûr des GPU, on fait des CPU, on fait etc., tout ce qui est hardware du réseau, mais on est essentiellement une société de logiciels et on a développé plein de librairies, plein de ce qu'on appelle des frameworks que les gens peuvent utiliser.
Donc Dassault Systèmes va utiliser une partie de nos librairies. On va aussi les aider à développer des choses parce qu'ils ont leur propre application, d'accord. Et donc il y a avec des ressources dédiées de la part de Nvidia, on investit aussi dans les entreprises. Et donc on va développer des choses ensemble et on va surtout les optimiser pour répondre aux besoins de ce que va être cet écosystème d'intelligence artificielle dans les mois, dans les années qui viennent. Là, c'est pas tous les jours où on a un représentant de Nvidia autour de la table. Vous travaillez dans l'IA. Vous avez peut-être une question à poser à Serge, je sais pas. C'est plus sur la partie donc, au niveau des développeurs, justement, parce que c'est mathématique. Romain, oui, bien sûr. Tu en parlais tout à l'heure. Justement, est-ce que c'est un enjeu sur lequel vous travaillez sur la partie identifier les compétences des développeurs, Alors, je dirais que c'est un enjeu, on entend beaucoup de choses sur... tu parles des développeurs, mais sur... Oui, l'IA va tuer l'emploi, etc. Alors que, en fait, je vais prendre un exemple. Si on prend un radiologiste, c'est quoi sa mission ? Sa mission, c'est pas de regarder des radios toute la journée. Sa mission, c'est d'être sûr d'avoir le bon diagnostic pour le patient avec qui il travaille. Donc, s'il a une IA qui peut lui faire une partie du boulot, je dirais, assez vite, et que lui puisse se focaliser sur ses patients, là, on a gagné. Concernant les développeurs, on est un petit peu dans la même lignée, c'est-à-dire que effectivement, l'IA aide beaucoup à faire, je vais être très schématique, des CV. Hein, on en parlait tous les deux. Faire des CV qui sont maintenant très identiques. Comment on détecte en fait les vraies compétences des gens ? Et je pense que c'est là où ta société. C'est là où Romain Manivelle, avec Alt, intervient bien évidemment. Mais c'est vrai que ce débat sur l'emploi, il est quand même très très présent avec l'IA. Alors, je sais que vous nous dites, mais ça crée aussi des nouveaux emplois. Évidemment. Ça va créer des tonnes d'emplois parce que ces AI Factory, il va bien falloir les construire, il va falloir les équiper. Et pour les équiper, on a besoin de plombiers, parce que tout va être refroidissement avec à l'eau pour la plupart. On va avoir besoin de gens qui construisent les bâtiments, etc. Donc c'est une industrie en fait qui va changer vers de la création d'emplois. Et puis il y aura des emplois qui vont être différents. Je parlais des radiologues. Aujourd'hui, je pense qu'ils passent beaucoup de temps à regarder les radios. Passeront plus de temps avec nous, les humains. Alors, Romain, donc vous, votre problème, c'est l'employabilité en fait des développeurs, hein, et en particulier des juniors. Parce que j'en parlais dans une autre émission. C'est un sujet un peu récurrent quand même dans ce Je l'ai vu cette émission. Ça pose la question du junior. Est-ce qu'on en a encore besoin finalement si les IA peuvent faire ce job du junior et qu'on a besoin que du senior ? Alors, si on n'a plus junior, il devient plus senior. Comment on fait ? Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous prenez ce problème ? C'est un sujet qui va même au-delà des juniors, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que les IA sont extrêmement fortes pour résoudre des problèmes du type un coding game, ou alors la petite application de météo qui est souvent donnée par les entreprises pour tester techniquement la personne. Et en fait, là, aujourd'hui, les entreprises, on a fait un hackathon il y a très peu de temps avec 3 grosses ESN, et en fait, on expliquait lors d'une table ronde que la grosse problématique, c'était d'identifier les compétences par rapport aux tâches des missions du poste à pourvoir. Si on les fait travailler en live, en direct, a priori, on est tranquille. Ça peut être intéressant, mais en fait, au niveau de l'IA, elle peut masquer des compétences ou masquer des lacunes. Et c'est là, en fait, où nous, on a décidé un petit peu de réinventer l'approche et le process du recrutement, puisque personne n'aime trier des CV, surtout quand ils se ressemblent tous. Et en fait, l'idée, nous, ça a été de créer un CV technique, c'est-à-dire qu'on va sourcer des devs, ils vont passer 3 semaines de tests techniques qui vont être évalués et on va scruter... Ils passent depuis chez eux. Depuis chez eux. Puisque les développeurs... Donc là, ils peuvent se faire aider. Alors, c'est pas un problème d'utiliser les IA. C'est pas un problème. Le problème, c'est en fait de ne pas comprendre ce que fait l'IA. Parce que l'IA va souvent aller dans la suringénierie. Et en fait, c'est là où on voit si la personne comprend ce que fait l'IA quand elle va rendre, donc, du coup, ce qu'on lui a demandé de faire, ou alors si c'est l'IA qui a tout fait. Parce que justement, le développeur va stopper ça. Donc en fait, vous créez un outil qui permet de dépister l'utilisation intelligente ou non de l'IA. C'est un peu ça. En fait, l'idée, c'est d'apporter une solution à la fois pour les développeurs, mais aussi pour les entreprises, où en fait, les développeurs vont passer 3 semaines de tests techniques. On va scruter tout, sur le front, le back, le DevOps, leur façon d'interagir avec les IA, etc. Et ensuite, on va sortir un CV technique, où on a créé une matrice, mais l'idée, c'est pas d'être un énième tiers de confiance, puisque quand je vais, demander à une entreprise quel est votre niveau d'exigence sur le côté sécurité, il y a une entreprise A qui va me dire que c'est là, et une entreprise B qui va me dire que c'est plutôt là. Donc l'idée, c'est plutôt de créer une solution technique où chaque entreprise va importer sa matrice
matrice de compétences. Et ensuite, on va pouvoir identifier plus rapidement les profils qui vont matcher avec les missions d'un poste à pourvoir. Et puis avoir ce critère, pas absurde, mais un peu, du minimum 2 ans d'expérience, qui au final ne rime plus à grand-chose aujourd'hui. Oui, mais alors, est-ce que les jeunes codeurs qui passent ce test de 3 semaines avec vous doivent avoir ces 2 ans d'expérience déjà pour s'en sortir? Non, pas forcément, parce qu'au final, là-dessus, il y avoir des personnes qui vont apprendre très vite, qui vont comprendre très vite. Le métier de développeur, à mon sens, il va être donc du coup beaucoup plus macro. Si on prend un exemple, la documentation technique. Ouais. Avant, c'était quelque chose qui était une tannée pour les développeurs. Aujourd'hui, les développeurs sont ravis d'avoir les IA pour faire la documentation technique. Ouais. Et dans les années à venir, cette compétence ne sera plus détenue par les développeurs. Parce que quand on leur demandera de faire une documentation... Attendez, ça fait 10 ans que j'en ai pas faite, donc en fait, c'est pas parce que quelqu'un a 2 ans d'expérience qu'il est plus compétent que quelqu'un qui vient de débuter et qui a des capacités à comprendre rapidement, à exécuter rapidement, à analyser. C'est un peu le principe de ce qui est testé avec la piscine pour ceux qui entrent à l'école 42, par exemple. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Mais l'idée, ça va être donc du coup plutôt de donner un outil à disposition des recruteurs pour pouvoir identifier effectivement plus rapidement des talents et se baser vraiment sur ce qui est important, les compétences, et pas justement les 2 ans d'expérience qui est exigé. Alors vous avez Nvidia en client ? On n'a pas Nvidia en client, on vient de se rencontrer. On a prévu de se voir, effectivement. Mais l'idée, c'est d'apporter un gain de temps. Ouais. Qui sont vos clients à peu près ? Enfin, je ne sais pas, c'est quel type d'entreprise ? Ça va être tout type d'entreprise. Ça va être à la fois à la jeune start-up qui n'a pas envie de se tromper. Par exemple, David, ça pourrait l'intéresser ? Qui n'a pas envie de se tromper sur le recrutement d'un développeur, parce que c'est compliqué de savoir si effectivement on recrute quelqu'un qui a les capacités par rapport à l'envergure du projet que l'on a, et comme aussi une énorme boîte comme une ESN, où là en fait ils vont avoir un cahier des charges avec des compétences très spécifiques, et plutôt que d'aller essayer de décrypter, de lire entre les lignes du CV et de faire un test technique qui au final peut être faussé, et c'est d'apporter cette solution-là. C'est une super idée, non ? Moi je trouve ça très bien. Ça pourrait vous être utile, vous ? Alors c'est vrai que nous, une boîte de bar à salade, mais très high-tech. Donc on est une vraie food tech, absolument. Alors, on a un groupe suédois. Moi, j'ai importé le concept il y a une dizaine d'années. Ouais. On a en Europe et aux États-Unis plus de 2300 bars à salade, tous connectés. Je vais vous expliquer comment, mais en fait, on est en shop-in-shop, c'est-à-dire qu'en fait, nos bars à salade sont gérés par les employés des magasins dans lesquels on a positionné nos bars, que ce soit des supermarchés, des gares, des aéroports, des universités, etc., etc. Et en fait, aujourd'hui, effectivement, les équipes d'ingénierie, de développement sont plutôt basées en Suède, qui est d'ailleurs, je pense, un pays où il y a quand même des grosses compétences, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Donc nous, on bénéficie effectivement de ces développements et qui sont vraiment des développements ad hoc. Vous savez qu'on est dans un univers du fast-food sain, on est aujourd'hui en concurrence avec le fast-food, donc les chaînes de fast-food que vous connaissez, mais aussi les solutions de restauration qu'on peut trouver. Là, c'est de la restauration rapide, mais on achète des salades. On achète des salades, on se fait un bol avec des ingrédients sains, savoureux, variés. On peut manger absolument. Vite, mais bien. Tout à fait. Ok. Et à quel moment vous faites intervenir la technologie là-dedans ? Alors justement, en fait, comme on fait gérer ce concept par des employés de magasins dont on est partenaire, on a depuis 2015 en fait intégré toute la supply chain, tous les produits qu'on livre en fait dans des barquettes qui vont directement dans le bar, sont munis de QR codes qui nous permettent de garantir à la traçabilité, mais également la gestion des DLC des produits, etc. etc. Des dates limites de consommation, d'accord. Des limites de consommation. Ça a été la première étape en 2015, mais ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on puisse accompagner le magasin dans sa gestion des stocks, dans sa gestion de la commande. Et donc, on a développé avec l'IA des solutions qui prennent en compte donc, les stocks, les historiques de commandes, les prévisions météo, les jours fériés, etc., pour faire des préconisations de commandes au magasin. Et très récemment, pour aller encore plus loin, parce qu'on est dans un univers à la fois sous tension, la restauration par exemple, effectivement, on voit bien qu'un des enjeux, c'est le food cost, mais c'est aussi la capacité à attirer des gens qui sont prêts à travailler, etc. Donc il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et donc l'idée, c'est plutôt de compenser cette pénurie de main-d'œuvre par l'adjonction en fait de solutions techniques, notamment avec l'IA. Et donc notre dernière innovation, on a intégré dans nos bars à salade des caméras qui sont reliées à l'IA et qui permettent en fait avec une LED de couleur qui change en fonction du taux de remplissage, d'avertir les employés du magasin pour qu'en fait, on lutte contre les ruptures. Parce donc la caméra filme les tomates, les carottes. Les caméras prennent des photos. Alors on respecte RGPD, donc quand le consommateur est en train de se faire un bol, on ne prend pas de photos, mais on prend quand même des centaines de photos par jour. D'accord. Et ça permet c'est de la vision par ordinateur, exactement. En fait. Exactement. Et donc en fait, quand vous avez 2 barquettes vides, la LED qui était verte passe jaune. S'il y a 5 barquettes vides, elle devient rouge. Et donc l'employé du magasin sait que c'est le
bon moment pour aller remplir. Et on fait ensuite en push des rapports hebdo qui permettent de taguer justement les moments dans la semaine où il y a eu beaucoup de rouge, pour travailler avec le magasin sur adapter en fait le temps de personnel pour s'assurer qu'à la fin, l'expérience consommateur sera la meilleure possible. Et ça veut dire que l'investissement, c'est un investissement quand même de filmer chaque ingrédient comme ça. L'investissement, du coup, est rentabilisé, c'est ça, par l'optimisation ? Alors nous, on a un système, un business model qui est, où en fait on va apporter notre concept, on va le mettre en œuvre, on va louer notre bar puisqu'il est technologique, parce qu'on assure aussi le SAV, la maintenance. On est capable d'ailleurs de résoudre pas mal de problèmes techniques à distance. On peut changer la température des bars à distance. Donc c'est une innovation qui coûte un peu d'argent, mais on est persuadé qu'elle se rentabilise parce qu'en fait on a testé depuis plusieurs mois. Là on est en roll-out. Mais dans les magasins où on l'a testé, on a vu qu'on augmentait les ventes de 15%, même dans des magasins qui avaient déjà des très belles ventes en fait, et beaucoup de potentiel. Donc ça veut dire qu'on est vraiment capable d'aller chercher de l'incrémental. Et que vous pouvez vendre un nouveau service, c'est ça en fait, vous développez une En fait, on apporte un service supplémentaire à nos clients qui ne sont pas forcément des experts de la restauration et qui n'ont pas forcément toujours des frais de personnel adaptés pour gérer ce concept. Donc en fait, ça résout effectivement ces problématiques. C'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant. Hein, on ne pense pas au bar à salade quand on pense intelligence artificielle chez NVIDIA. Pas forcément, mais je pense que c'est un super cas d'usage qui sort de ce qu'on peut voir un peu dans l'ordinaire depuis quelques mois, depuis quelques années. On en discutait ensemble et je pense que c'est vraiment des cas d'usage. J'en ai fait un autre hier, un cas d'usage qui était une association humanitaire qui utilise l'intelligence artificielle pour aller aider les gens dans certains pays, etc. Donc on voit bien que l'intelligence artificielle est partout, en fait. Et est-ce que ça veut dire que ça transforme Piccadilly, ça a transformé Piccadilly en boîte tech vraiment, en fait, avec une grosse partie d'ingénieurs, oui, data exactement. scientists. On a, je pense, même un peu plus d'ingénieurs et de data scientists que de développeurs food. Donc, ça dit bien ce que ça veut dire. Après, on travaille aussi beaucoup avec des partenaires. Par exemple, on a des usines food dans le nord de l'Europe, mais on a aussi des partenaires en France. Donc, tout n'est pas complètement intégré. Mais en revanche, c'est intéressant, effectivement, de voir que notre objectif, c'est vraiment de rendre la gestion opérationnelle au quotidien la plus simple, la moins painful, et finalement développer les ventes, développer la marge et satisfaire les consommateurs. Vous les développez vous-même ou vous les achetez ? Absolument. On développe tout, et donc j'ai cité deux exemples. J'ai expliqué Vision, j'ai expliqué la commande automatique, mais on a également d'autres applications pour sélectionner les bons points de vente, pour relancer les magasins au niveau des commandes. Donc on utilise vraiment, on a développé des outils, c'est très opérationnel, c'est vraiment lié à notre business, c'est pour nous, et pour nos clients évidemment. D'accord, donc vous avez fait le choix de développer tous vos logiciels en interne, alors qu'il y a déjà des solutions sur étagère. Sans doute. C'est parce que c'est très spécifique ou c'est pour des choix? Oui, je pense qu'on est vraiment sur un business très spécifique et je pense que c'est aussi la valeur ajoutée de notre groupe. Donc on a besoin, je pense, pour se développer, pour être en mesure d'adapter en fait aux futurs besoins de nos clients, d'être en maîtrise totale en fait des outils. C'est intéressant parce que ça montre sur la question de l'employabilité des développeurs et de l'IA qui fait de la casse. Oui, mais aussi c'est des transformations de métiers qui deviennent finalement des boîtes hyper tech et qui n'étaient pas forcément au tout début de l'aventure. Donc ça fait plein de nouveaux débouchés. Mais alors là, j'imagine que ce que recherche un Piccadilly, c'est très différent de ce que peut rechercher un NVIDIA, par exemple. Est-ce que vous, dans vos tests pour construire ce CV, il y a des choses qui sont spécifiques, adaptées au secteur ou... Non, au final, c'est pas si différent que ça, parce qu'un développeur, avant, il y avait les blockchains, et donc un développeur, en fait, il va aller sur tel langage, tel framework, et en fait, l'IA, les blockchains, sont à chaque fois, donc, du coup, une petite partie d'un projet. Sur le côté IA, c'est pas l'intégralité du projet. Donc, en fait, effectivement, toutes les entreprises, et je pense que même des entreprises auxquelles on s'y attend pas, vont même recruter des développeurs ou des développeuses web en interne. C'est comme tu le disais tout à l'heure, l'IA est partout.
Donc en fait, on va avoir besoin de développeurs en interne, notamment pour débunker des solutions qui auront peut-être été développées par l'IA. On cherche des développeurs front-end, enfin, chacun cherche des développeurs un peu. Alors, plus maintenant. Spécificité. Puis maintenant, aujourd'hui, donc, du coup, c'est l'hyper-spécialisation est vraiment donc, du coup mis de côté parce qu'aujourd'hui, un développeur back-end qui déteste le front-end peut faire un front-end extraordinaire avec l'IA. Donc en fait, on va plutôt chercher des développeurs ou développeuses web qui vont avoir une vue d'ensemble, qui vont être à la fois agiles et compétentes sur le côté front-end, back-end, DevOps, architecture, et qui vont aussi maîtriser les IA. Et c'est là où justement les tests techniques basiques sont compliqués de pouvoir du coup tout tester. Et donc c'est là où il y a un intérêt de pouvoir tester en profondeur avec les matrices, par exemple, qui vont être apportées par des sociétés, parce que justement, selon vos besoins, ça va plutôt être cette compétence-là et cette compétence-là qu'on veut évaluer. Et c'est là où notre donc solution... votre test est quand même adapté aux besoins du client à chaque fois. Exactement. Nous, on ne veut pas être un énième tiers de confiance. À notre sens, ça ne sert à rien. Donc c'est pas un test générique pour recruter des développeurs. L'idée, c'est plutôt une solution SaaS qui va être donc du coup effectivement qui va utiliser l'IA, bien évidemment, pour pouvoir tester les personnes, les amener un petit peu, les pousser dans leur retranchement, parce que si on voit que quelqu'un est compétent là-dessus, on va essayer de pousser et d'augmenter le curseur. Mais l'idée, non, c'est plutôt d'avoir une solution qui va être à destination des entreprises et où justement, tu vas faire le point avec ton équipe tech en disant, ok, là, on a un nouveau besoin, une nouvelle demande. Quels sont les tâches, quelles sont les missions, les compétences, et plutôt que de faire une petite liste à puces sur les fameux sites qu'on a l'habitude donc du coup d'aller pour pouvoir déposer des annonces ou alors trouver justement des personnes, et là en fait on va aller un peu plus en profondeur, mais le gain de temps il est considérable. Parce qu'au final, donc en fait, il y a un tri directement par les compétences. Il y a un matching. Ok, mais donc c'est complètement anonyme, il n'y a pas de nom, il n'y a pas alors ça, nous, d'âge, je ne sais pas, ces indications personnelles. Là, pour l'instant, nous, notre solution, on l'utilise en interne par rapport à notre organisme de formation. Et l'idée après, à terme, effectivement, ça va être plutôt de centrer sur le côté compétences pures et dures et de pouvoir en fait mettre de côté tout ce qui peut être discriminant. Parce que malheureusement, ça existe. Ça, ce serait génial, oui, si on pouvait en sortir. C'est vraiment ça. Tout le monde a cherché des solutions, plus les photos, mais plus là. C'est ça, on ne sait plus quoi faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux entreprises d'avoir en fait un pourcentage de matching avec justement les missions du poste à pourvoir, et ensuite, le ou la RH va aller sur le côté humain. Pas que les clients soient trop exigeants, parce que souvent, un des problèmes aussi pour l'employabilité des juniors, je trouve, c'est qu'on leur demande tout de suite de savoir faire ce que d'autres faisaient avant. Et ça, on l'a anticipé depuis aussi. Une dizaine d'années. Ça, on l'a anticipé. En fait, on va mettre en place une roadmap, parce que vu qu'on les teste pendant 3 semaines, qui peut être plus ou moins long, tout dépend des attentes des entreprises, mais on va leur mettre en place une roadmap de montée en compétences, ce qui fait que l'entreprise va directement voir quels sont les points critiques par rapport justement aux missions qui seront à réaliser et de pouvoir mettre en place en interne justement un plan de montée en compétences. J'ai pas réussi à coller Romain, je ne sais pas si vous arrivez. On a essayé de penser à tout. Ok, merci beaucoup à tous les trois. Donc merci. Romain Manivelle d'Alt, Serge Palaric de Nvidia et David Bicheron de Picadilly étaient avec nous pour les interviews de l'IA. Nous, on enchaîne avec notre rendez-vous avec le biomimétisme. On termine cette édition avec Eva Dumas de Bioxégie pour parler de biomimétisme à travers un exemple très concret de façon dont la nature peut inspirer de nouvelles solutions technologiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux éoliennes, Eva. Absolument. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va parler des éoliennes et de l'enjeu technique qui se cache derrière leurs pales. Si on prend un peu de recul, on va d'abord regarder ce qui se passe au niveau des énergies. Nos modes de consommation dans la société demandent toujours plus d'énergie. Oh oui. Donc, on a les énergies fossiles bien connues qui ont 2 points. Premièrement, elles sont très polluantes et deuxième point, épuisables. Ouais. Donc, on va se tourner, et on le voit de plus en plus, vers les énergies renouvelables et notamment les énergies éoliennes qui, en 2030, devraient atteindre plus de 40% de production d'électricité en France et être finalement le premier mode d'énergie renouvelable par rapport à du solaire et de l'hydraulique. Ouais. Donc l'enjeu, ça va être que comment ces énergies... Ça fonctionne bien. Absolument. Et donc on va voir en fait tout simplement une augmentation du nombre d'éoliennes en France, pour aussi des raisons très simples en termes d'empreinte carbone. 1 kWh permettrait d'éviter 430 grammes de CO2 si on substitue à une centrale thermique d'énergie fossile. D'accord. Typiquement. Donc on va voir le nombre d'éoliennes augmenter dans les prochaines années, mais aussi le nombre de leur capacité et leur taille finalement. Parce qu'un modèle classique d'éolienne aujourd'hui, c'est 130 à 150 mètres de haut. Et les derniers modèles, c'est jusqu'à 230 mètres de haut. Wow. Donc, on va se poser la fameuse question, comment une telle structure
peut-elle grandir sans venir s'effondrer sur son propre poids et sans non plus exiger davantage de matière. Et alors, c'est là où on va chercher des exemples dans la nature. Et en l'occurrence, le système biologique qui nous intéresse, c'est le nénuphar. Absolument. Alors, on va se pencher dans le bassin amazonien, où en fait, on va découvrir le nénuphar. Son petit nom, c'est le nénuphar Victoria amazonica. D'accord. Et pour la petite anecdote, c'est le celui nénuphar... qu'on voit à l'image. Absolument. C'est, pour la petite anecdote, le nénuphar qui a les plus grandes feuilles du règne végétal, puisqu'il va avoir un disque jusqu'à 3 mètres de diamètre. Et en fait, lui, pour tout simplement évoluer dans la nature et survivre, il a besoin de conquérir le maximum de surface d'eau. Donc d'avoir une structure très légère pour conquérir l'eau. Pourquoi ? Pour capter le plus de lumière possible et faire sa photosynthèse. D'accord. Sauf que, qui dit s'étendre sur la surface, dit s'exposer à des contraintes de son environnement. Des pluies, des vents, des animaux qui peuvent marcher dessus. Donc il a besoin d'être solide et d'être rigide, en fait, finalement. Et quand on le retourne, et donc là on le voyait sur la photo, quand on le retourne, on va découvrir son secret, c'est qu'en fait il a tout un réseau fractal. Donc on voit typiquement, quand on part du centre de ce disque, au niveau de la tige, aussi nommée pétiole, en fait on voit 8 nervures qui vont s'étendre jusqu'aux extrémités, qui vont quant à elles trifurquer, puis bifurquer, avec des angles et des épaisseurs très millimétrés. C'est pas au hasard. Et donc, typiquement aussi, on va retrouver une deuxième caractéristique, c'est l'épaisseur de ces nervures qui, plus se rapproche de la pétiole au centre, plus sera épaisse, typiquement 50 fois plus épaisse que la surface du disque. Et c'est vrai, quand on les voit, on se dit que ça doit être très très solide. Qu'est-ce que ça peut supporter comme poids un oiseau ? On a, ça peut, parce qu'on en parlait tout à l'heure, être résistant à des oiseaux, à des animaux qui peuvent passer. Mais on le voit aussi, on a tous vu ces photos passer sur Internet, des bébés ou des enfants mis sur les nénuphars. Voilà, typiquement. D'accord. Et donc, c'est pas de l'IA pour le coup. Donc en gros, on va voir des personnes sur ces nénuphars, donc ça montre que c'est robuste, mais en fait, il y a des vraies inspirations à avoir pour le développement technologique. Et c'est là qu'on en revient à nos fameuses éoliennes. Oui. Où, alors, à quoi ressemblerait une éolienne inspirée de ce nénuphar ? Alors, une éolienne inspirée de ce nénuphar, en fait, ce serait à l'intérieur de la pale d'éolienne. Donc vraiment au niveau de la pale, c'est-à-dire qu'on pourrait structurer la matière à l'intérieur en respectant des règles très précises qui sont issues du nénuphar. Là, on voit la modélisation en fait des nervures, c'est ça, du nénuphar. Là, typiquement, c'est des travaux qui sont menés par des chercheurs scientifiques et même nous, à Bioxégie, on a fait des prototypes pour tester ces déflexions et ce rapport matière et propriété mécanique. Et donc, en fait, il y a des règles à respecter, c'est-à-dire qu'on va avoir ces 8 nervures principales, puis on va respecter le nombre de trifurcations, bifurcations, les angles, les épaisseurs. C'est une vraie transposition technologique. Mais c'est un réel avantage et ça permet d'avoir le combo parfait entre légèreté et rigidité. Parfait, merci beaucoup Eva Dumas de nous avoir mis la lumière sur ce magnifique nénuphar géant qui peut supporter des bébés, donc ce n'est pas une fake news. Je rappelle que vous êtes responsable des opérations marketing sales chez Bioxégie. Et puis merci à tous de nous suivre. Merci à Émilie pour la programmation, aux équipes de Bismart pour la réalisation. On se retrouve très vite dans Smart Tech, une émission que j'ai le grand plaisir de vous proposer 3 fois par semaine. Le prochain rendez-vous, c'est jeudi 10h45. On sera en direct pour le grand débrief de la tech.